À 6h45, Europe 1 vous répond. Maxime. On commence à peine à découvrir l'ampleur des dégâts au Népal. Le pays a été frappé par un violent séisme ce week-end, séisme d'une magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter. Bonjour Pascal Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris et vous êtes l'auteur de Qu'est-ce qui fait trembler la Terre, l'origine des catastrophes sismiques. Justement, qu'est-ce qui a fait trembler la Terre au Népal ? Eh bien, c'est que tout d'un coup, une zone qui était coincée entre deux plaques s'est mise à glisser brutalement en une quarantaine de secondes sur une surface qui faisait en gros 100 km sur 30 km, avec un glissement de plusieurs mètres. Et tout ça, ça se passe pas tranquillement, ça se passe en vibrant. Et ces vibrations ont atteint la surface et donc détruit les bâtiments au-dessus. Et vous le disiez, ça se passe en 40 secondes. Pour ce séisme-là, oui, c'est-à-dire, en gros, les ruptures se propagent à 3 km par seconde sur les failles, et plus les failles sont grandes, plus ça prend de temps pour tout casser. Est-ce que ce séisme était prévisible ? Ce séisme était tout à fait prévisible à long terme, c'est-à-dire que c'est une zone que l'on sait active sismiquement. Historiquement, il y a eu des très grands séismes, et on sait pourquoi, parce que la plaque indienne se rapproche continuellement à 2 cm par an de la plaque eurasienne, et la zone qui se comprime d'année en année de 2 cm, c'est une zone qui fait en gros 100 km de large, et c'est précisément à cet endroit-là tout le Népal, du nord au sud. Ça veut dire que vous saviez qu'un séisme d'ampleur allait se produire, mais avec quelle précision est-ce que vous êtes capable de le prévoir ? Dans le temps, non, absolument pas. Ce que l'on sait, c'est en gros la statistique dit que ce genre de séisme doit se produire peut-être à peu près tous les siècles en quelque sorte, et des séismes plus gros peuvent arriver peut-être tous les 500 ans, tous les millénaires. C'est ce que l'on connaît dans l'histoire. Mais il y a un élément déclencheur ? Alors l'élément déclencheur, c'est une fragilité dont on n'a pas connaissance. Il faudrait faire des mesures un peu partout sur la faille en profondeur, à 20 km, pour le savoir. Donc on ne sait pas. On a parfois des signes précurseurs. Là, à ma connaissance, on n'en a pas eu. Ces signes précurseurs, c'est des micro-séismes généralement. Là, il n'y a aucun signe avant-coureur. À ma connaissance, il n'y a pas eu de séisme modéré avant-coureur. Peut-être que les sismomètres qui ont fonctionné sur place vont nous révéler, d'ici quelques jours, après les analyses, des petits séismes qui auraient pu être détectés et analysés. Mais ce sont des choses qu'on découvre a posteriori. C'est souvent le cas. Dans les grands séismes de subduction des zones de contact... Subduction. Les zones de contact entre des plaques qui s'enfoncent l'une sous l'autre, c'est un peu ce qui se passe en Inde, sauf que l'Inde a du mal à passer dessous parce que l'Inde est un continent, une croûte beaucoup plus épaisse. Les croûtes océaniques sont plus fines et glissent plus facilement, rentrent plus facilement en subduction sous les continents. Est-ce que tous les séismes ont la même cause et se ressemblent ? Oui, absolument. Les séismes, en gros, c'est la rupture des failles qui se mettent à glisser très rapidement, et en glissant, ça vibre. Alors, on utilise indifféremment les mots de séisme et de tremblement de terre. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Non, le séisme, non, absolument pas. La même chose. C'est la même chose, oui, tout à fait. Oui. Le séisme, on le disait, atteint une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter. C'est exceptionnel ou pas ? Non, pas du tout. Pour cette région-là, c'est un séisme relativement fréquent. J'entends quelques-uns par siècle, pas plus. On peut avoir beaucoup plus gros. Et justement, tout le travail des sismologues, des géodésiens et des géologues, c'est d'essayer de converger vers savoir quel est le maximum de magnitude que l'on puisse avoir au Népal. Et depuis quelques années, les scientifiques pensent qu'on peut atteindre magnitude 8,5 à 9, c'est-à-dire 30 fois plus d'énergie que ce qui vient de se produire. Alors 30 fois plus d'énergie, ça ne veut pas dire 30 fois plus de mouvement, ça veut simplement dire que la zone touchée va être 10 fois plus grande et la durée de la rupture, de la vibration, va être 3 fois plus grande. Mais à partir de quand est-ce qu'on parle de gros séisme ? Eh bien, on parle de gros séisme à partir du moment où on a des destructions, donc à partir de magnitude 6, 6,5. À partir de 7, 7,5, ça commence à être vraiment un fort séisme. À partir de 8 séismes, c'est un très fort séisme. Bon, il n'y a pas vraiment de mots. En anglais, il y a plus de mots. Oui. Et après, à partir de magnitude 9, c'est des séismes géants. Et on parle toujours d'échelle de Richter, échelle ouverte. Ça veut dire quoi exactement ? Ouverte, ça veut dire qu'on peut avoir des séismes qui dépassent la magnitude 9, voire 9,5, voire 10. Ça veut dire simplement que les failles qui cassent se connectent et on a, au lieu d'avoir une rupture qui fait 1000 km de long, on aura une rupture qui fera 2000, 3000 km de long. Alors ça va prendre une dizaine de minutes pour tout casser, mais ça se fera d'un coup. Une question sur les répliques. On sait qu'il y en a déjà eu plusieurs depuis samedi. Est-ce qu'elles sont forcément plus faibles que le séisme de départ ? Non, elles ne sont pas forcément plus faibles. Statistiquement, oui, elles sont plus faibles. Et heureusement, on compte que pour un séisme de magnitude environ 8, eh bien, la plus grosse magnitude pour la réplique qui va suivre dans les mois qui viennent, ça va être 1 point de magnitude en moins, donc à magnitude 7. C'est en gros ce qui vient de se produire hier. Il y a une magnitude 6,8. Ouais. On peut en avoir 2 ou 3, mais on n'en aura pas 15. Par contre, statistiquement, de temps en temps, une fois sur 10, pour un séisme sur 10, on peut avoir une magnitude un peu équivalente à ce qui vient de se produire. On ne parle plus vraiment de réplique, alors c'est vraiment une cascade de séismes déclenchés les uns par les autres. Combien de temps elles peuvent durer, ces répliques ?
La durée des répliques, alors ça s'étale dans le temps assez longtemps, mais le taux de ces répliques diminue. Donc chaque fois qu'on double le temps, on en a 2 fois moins. Donc dans un mois, on aura 2 fois moins de répliques journalières que maintenant. Donc ça, c'est déjà rassurant. En gros, mais ça peut durer un mois, alors ? Mais ça peut durer des mois, voire des années pour un magnitude 8. Attendez, vous dites des années. Le Népal, c'est un pays qui est touristique, très touristique. D'après vous, est-ce qu'on peut encore se rendre sur place dans les mois à venir ? Dans les mois à venir, c'est fortement déconseillé. De toute façon, le pays, c'est comme un pays en guerre. Hein. C'est un pays partiellement détruit. Ils ont des problèmes de logement, de nourriture, etc. Et bon, à moins qu'on y aille pour aider, bien sûr. Mais encore, c'est pas facile. Non, je le déconseille fortement. Moi, je n'irai pas, sauf pour y travailler, bien sûr. Et après, vous arrivez à voir que les choses sont en train de se calmer, justement ? On le voit, on le mesure très bien. On n'aura probablement plus de séismes très destructeurs dans les semaines ou les mois qui viennent, mais ça peut arriver. On peut avoir cette grosse réplique qui est effrayante, qui serait la répétition du même, en gros, à un endroit voisin, ou même éventuellement le déclenchement d'un encore plus gros. Mais ces encore plus gros arrivant tous les 500 ans ou tous les 1000 ans, la probabilité que ça arrive reste très faible. Elle est plus forte, mais elle reste très faible. Nous avons une question de faux noms sur Twitter avec le hashtag E1matin. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la prévention de ces risques ne progresse pas ? En fait, la prévention de ces risques progresse, elle progresse considérablement, mais les résultats de ces progrès ne sont pas directement applicables au quotidien pour la population. C'est-à-dire que d'une part, ce qui progresse, c'est la détermination de la magnitude maximale possible des endroits à risque, comme au Japon par exemple, avec le suite au séisme de Tohoku. Les gens se sont rendus compte que on avait sous-estimé la capacité d'une région à donner un très très grand séisme, un séisme géant. Donc, et sur le Népal, on sait maintenant depuis quelques années, et ça c'est tout un travail de toute une classe de scientifiques, géodésiens, géologues, sismologues, pour dire finalement, non, au Népal, on peut avoir plus qu'un magnitude 8, on peut presque peut-être avoir un magnitude 9. La question aux Antilles, par exemple, on ne sait pas encore très bien si on peut avoir un magnitude 8 ou un magnitude 9. Magnitude 8, c'est probable, magnitude 9, on ne sait pas encore. Donc, il y a des progrès, et savoir cette magnitude limite est très importante parce que ça détermine la façon dont on va construire les bâtiments. Encore faut-il avoir les moyens de construire des bâtiments antisismiques, parce qu'on le voit là au Népal, la plupart des bâtiments ne sont pas construits. Il n'y a aucune norme. Ça, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'il y a des normes. On sait que dans les quartiers de Katmandou, certains immeubles récents sont aux normes antisismiques, mais la plupart des bâtiments qui sont effondrés, notamment les bâtiments historiques, évidemment. Ceux-là ne sont pas aux normes parasismiques. Oui. Vous parliez des Antilles. Quelles sont les autres régions du globe qui sont les plus menacées aujourd'hui ? Eh bien, on peut dire que tout le pourtour du Pacifique est menacé. Ce sont des zones de contact de subduction. Une croûte terrestre essaie de passer sous l'autre, alors ça ne se passe pas sans mal. Donc en particulier tout l'ouest de l'Amérique latine et l'ouest du Chili. Et on a actuellement un gros projet franco-allemand avec les Chiliens au nord du Chili, parce qu'il y a eu l'an dernier un séisme de magnitude 8, même un petit peu plus, et on pense qu'on peut avoir beaucoup plus. Magnitude 8,5-9 dans cette région-là, où on attend depuis en gros un siècle et demi quelque chose, et on essaie de le voir venir. Voilà. Et notamment le Big One en Californie ? Et le Big One en Californie, sachant que le Big One en Californie, le séisme maximal de Californie, c'est autour de magnitude 8, parce qu'on connaît la dimension de la faille, on voit un petit peu. Eh bien, en Himalaya, sur le nord de l'Inde, le Népal, le Bangladesh, eh bien, le maximum, c'est plutôt magnitude 8,5-9. Donc c'est beaucoup plus effrayant. Merci beaucoup, Pascal Bernard, d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Merci à vous, très bonne journée.